à tous de vous être joints à ce webinaire et je vais très rapidement vous présenter le Club France Initiative dont nous sommes cofondateurs avec Vincent Berthaud ici présent, Christian Koenig et plusieurs autres personnes et puis moi-même. Et ce club qui a pour objectif d'essayer de réfléchir à l'influence de la France dans le monde dans les années qui viennent en s'appuyant et comment elle peut s'appuyer mieux et plus souvent, de manière plus efficace sur les Français, les communautés des Français qui se trouvent un peu partout dans le monde, un peu bloqués en ce moment, d'accord. Je voudrais remercier aujourd'hui particulièrement Jean-Paul Piotrowski qui nous a permis d'organiser ce webinaire. Le Club France Initiative organise régulièrement des webinaires sur des thématiques différentes, à chaque fois avec cette réflexion, quelle peut être l'influence de la France sur cette thématique donnée, à travers notamment, et quel peut être le rôle de ces communautés françaises à travers le monde. Nous avons déjà parlé du Liban, nous avons parlé du sport, nous avons parlé de la recherche, nous avons parlé de la mer, j'en oublie peut-être. Et là, aujourd'hui, sur une très excellente idée de Jean-Paul Piotrowski, nous allons donc parler de l'agriculture. C'est un mot très large, essayer de réfléchir à finalement, nous savons tous que nous avons un enjeu majeur dans les années qui viennent, qui est tout simplement comment nourrir la planète. Et finalement, avec cette question-là, est-ce que la France a un rôle à jouer? Est-ce qu'elle peut jouer un rôle? Est-ce que l'agriculture a une place dans cet enjeu extrêmement important qui se présente à nous? Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Jacques Hervé, qui est vice-président de l'Académie d'agriculture, qui a réuni un panel tout à fait remarquable et à qui je vais laisser le soin d'introduire les différents intervenants et d'animer ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ce webinaire sera enregistré de façon à ce que nous puissions le mettre en diffusion en accès libre après sur le site du Club France Initiative. N'hésitez pas aussi autour de vous à faire connaître ce club. Nous avons pour ambition à la fin de l'année 2021 de rédiger un livre blanc avec un certain nombre de propositions autour de cette thématique. Comment renforcer l'influence de la France dans le monde en s'appuyant notamment sur ces communautés françaises réparties à travers le monde. Merci à tous pour votre présence et Monsieur Hervé, je vous laisse la main. Merci beaucoup Anne, bonjour à tous de nouveau. Je ne suis pas très habile parfois avec la mobilisation des images sur l'écran, mais je vais faire de mon mieux. Rapidement, peut-être le choix des intervenants était un peu délicat parce que l'agriculture, comme vient de le dire Anne, est un sujet extrêmement vaste. Il commence à l'intérieur du sol et qui va jusqu'à la fourchette et l'assiette du consommateur, en passant par des industries d'amont, des industries d'aval, un secteur qui emploie un nombre d'actifs très important, bien plus important que celui des seuls agriculteurs producteurs. Alors pour débattre, nous avons mobilisé un certain nombre d'amis qui sont impliqués dans l'agriculture. Le premier intervenant après ma présentation sera Alain Bonjean, et puis nous enchaînerons avec Michel Nallet, qui est un expert aujourd'hui du lait, avec une expérience internationale, et puis nous irons jusqu'aux nouvelles technologies avec l'espace, avec le numérique, et puis nous demanderons à Patrick Caron de nous faire un aperçu des grands enjeux de la recherche dans ce secteur, voilà, pour ensuite débattre ensemble sur le sujet. Alors, l'agriculture est aujourd'hui face à une véritable transformation profonde pour un certain nombre de raisons qui ne sont pas seulement celles que l'on connaît dans le débat français, mais qui sont des raisons mondiales. La première raison, c'est la démographie, qui, même si on se trompe sur la démographie, est-ce que vous voyez l'image? Non, je vois on voit pas l'image. Alors, est-ce que vous la voyez? Ah, ça y est, là, on va la voir. Là. Voilà. Alors, donc, la première donnée, c'est la démographie mondiale. Même si les scénarios peuvent différer selon les hypothèses qui sont faites, et on voit bien aujourd'hui, en particulier sur la démographie chinoise, qu'il pourrait y avoir un affaiblissement des perspectives. Enfin, on s'oriente vers 9 à 10 milliards d'habitants. Ce qui veut dire, en clair, c'est une croissance absolument spectaculaire qui a comme première conséquence qu'il faut pouvoir produire 2 fois plus de produits alimentaires d'ici 2050. C'est un enjeu absolument gigantesque. Deuxième aspect très important,
c'est celui du changement climatique qui se traduit par des gaz à effet de serre. Alors, attendez, là, je vous ai perdu, pardon, voilà. Voyons, zoom. Ah ben non, c'est pas ça. C'est voilà, je suis perdu. Pourquoi je ne vous vois plus? Vous me voyez? Nous, on vous voit très bien, Joseph. Oui, oui. Bon, Vous inquiétez alors, pas. je vais essayer de récupérer mon image. Le deuxième grand enjeu, c'est celui du changement climatique, avec en particulier une contribution de l'agriculture aux gaz à effet de serre, qui est de l'ordre de 20% des émissions totales. C'est donc quelque chose de très important qu'on ne peut pas négliger. Et ces émissions, elles proviennent de l'élevage, en particulier des rizières, avec le méthane pour l'élevage, le gaz carbonique et le protoxyde les protoxydes divers provenant de la fabrication des engrais. Et par conséquent, on a deux enjeux aujourd'hui majeurs, c'est de décarboner, c'est d'augmenter la production et de décarboner l'agriculture, c'est-à-dire faire en sorte que le cycle du carbone soit mieux utilisé par les plantes d'une façon générale. Et donc, on va se trouver confronté à la nécessité de peut-être transformer le matériau végétal pour qu'il soit plus efficient. Nous sommes confrontés, dans l'objectif de 2 fois plus de production, à la nécessité de réduire les pertes d'une façon générale. Les pertes alimentaires, c'est 30% de la production. Les pertes d'engrais contribuent à l'aggravation de l'ensemble de l'environnement et en particulier à une diminution de la biodiversité sous l'effet de l'artificialisation des milieux et sous l'effet des phytosanitaires. Et donc, pour avancer, nous allons devoir accepter des transformations permises par les grands progrès récents des biotechnologies. Nous avons en France des réactions assez négatives aux organismes génétiquement modifiés, mais parce que sans doute les organismes génétiquement modifiés que nous avons dans le secteur agricole n'ont pas été conçus dans le cadre général d'une augmentation forte de la production, d'une contribution à diminuer les gaz à effet de serre, la réduction des produits phytosanitaires, et donc on s'est privé d'une certaine manière d'un certain nombre de technologies. Et nous pouvons penser que pour augmenter la production, il nous faudra sans doute adopter les nouvelles technologies. Alors, pour débattre de tout cela, je vais passer d'abord la parole à mon ami Alain Bonjean, qui est un expert des semences végétales, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises. Et je vais demander à Alain de nous présenter les enjeux pour le secteur semencier, qui est à l'amont de toute la production agricole, et secteur dans lequel la France est un leader et le leader mondial à l'exportation. Alain, je te passe la parole. Alain, si vous parlez, vous allez prendre... Je ne vous vois pas. Il est là. Alain. Il faut que vous réactiviez votre micro. Ah, voilà. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui. Très bien. Bien, bah, écoutez, merci Jean-Jacques de cette invitation. Je vais essayer, alors maintenant que j'ai le son, je vais essayer de retrouver l'image, partager l'écran. Voilà. Là, on voit votre écran complet et il faut que vous ouvriez votre document. Voilà. Voilà. Vous le voyez maintenant? Non. On voit des beaux oiseaux. Ça y est, on voit là. C'est bon. D'accord. Alors, bon, au niveau mondial, la filière semence est une petite filière, puisqu'elle ne pèse que 40 milliards de dollars. Mais bon, comme l'a dit Jean-Jacques, elle est extrêmement stratégique, puisqu'elle est à la base de la production végétale. Et que la production végétale est à la base de notre alimentation.
Depuis 2016, en fait, 3 agrochimistes dominent ce marché. Une société, Bayer est le leader. Alors c'est une société allemande, mais avec de très gros capitaux américains à l'intérieur. En fait, c'est ensuite Corteva qui a rassemblé la société, l'agrochimiste Dow et Pioneer aux États-Unis, et Syngenta qui était une société suisse qui a été rachetée par les Chinois. Et donc ces 3 sociétés dominent le marché mondial des semences, sachant que les 2 premières sont de loin les plus importantes. Donc vous avez sur le premier graphe en vert foncé la part des semences de grande culture et en vert clair la part des semences de potagère. Donc sur les 7 premières sociétés représentent 60% du chiffre d'affaires mondial. Et au niveau des plantes, la plante la plus importante en valeur, c'est le maïs, suivi du soja, suivi des potagères, et les céréales et les autres oléoprotéagineux ne viennent qu'ensuite. Une autre particularité, c'est que depuis la fin des années 1990, les semences génétiquement modifiées ont pris une part considérable dans la valeur de marché. Elles représentent aujourd'hui 51% des parts, alors qu'en termes de surface, les OGM ne pèsent que 4% des surfaces agricoles mondiales et concernent 1,4% des agriculteurs. Alors, si maintenant on passe à la filière française, la filière française, elle pèse 3,6 milliards de dollars, ce qui est le premier exportateur mondial. Donc ça fait un petit peu moins de 10% du marché mondial. Bon. Elle est ancienne, puisque la société française de semences la plus ancienne, Vilmorin, qui est détenue aujourd'hui par le groupe coopératif Limagrin, date de 1743. Et elle bénéficie largement de la diversité agroclimatique française, avec différentes petites régions de production de semences, par exemple pour les céréales, la plaine du Pével dans le nord, pour les potagères et le maïs, l'Anjou, la vallée du Rhône, aussi un peu le sud-ouest et la Limagne. Et aujourd'hui en France, il y reste 71 semenciers qui sont obtenteurs la plupart du temps et producteurs de semences. Ça représente 131 sites de recherche et de développement, et ça concerne 70 espèces végétales, ce qui est quand même très large. Aujourd'hui, on produit à peu près 600 nouvelles variétés par an, et ça représente 12 000 emplois dans le pays. Donc c'est quelque chose quand même de très important dans le monde agricole français. Et la France est le premier exportateur mondial. Elle exporte 45% de sa production. Et vous voyez sur le graphe de droite que, en fait, je dirais que cette filière semencière est depuis très longtemps positive. Alors, elle fait face quand même à un certain nombre de menaces. Parmi les menaces les plus graves, peut-être l'accès aux ressources génétiques. Bon, il est à peu près correct pour des ressources génétiques de base, parce que nous disposons de banques de gènes qui sont accessibles soit au niveau français, soit au niveau international. Mais pour ce qui est de la génétique élite, ça devient beaucoup plus compliqué, et notamment pour tout ce qui concerne le matériel comme le maïs ou le soja, dont les marchés mondiaux sont dominés par les Américains et dominés par une protection par brevet et non pas par certificat d'obtention végétale. L'autre grand risque, c'est que les investissements R&D français, directs en sélection ou en biotechnologie, sont quand même relativement limités. Quand Limagrin, qui est le premier semencier français, dépense 242 millions de dollars il y a 2 ans, la même année, Bayer dépensait 1304 millions de dollars. Donc vous voyez, c'est considérable comme différence. L'autre aspect aussi, c'est que l'espace européen, comme Jean-Jacques l'a souligné, n'est pas très favorable aux nouvelles technologies. Bon, actuellement,
bon, il y a peu d'OGM cultivés en Europe, même si l'Europe importe énormément de maïs et de soja OGM pour alimenter ses élevages. Mais c'est un peu la même chose au niveau des nouvelles biotechnologies, même si très récemment, la Commission européenne semble être en train de reconsidérer sa position vis-à-vis de l'édition de gènes. Bon, il faut savoir que tous les autres grands territoires semenciers du monde, l'Amérique du Nord, la Chine, le Brésil, sont ouverts à l'édition de gènes et souvent de plus en plus aux biotechnologies. Une autre menace aussi, c'est que les exportations hors de l'Union européenne de la France sont assez limitées. Ça représente 498 millions sur 1642. Et notamment, ces exportations sont très limitées vis-à-vis de l'Asie et de l'Afrique, qui sont les marchés où, où en fait la croissance est la plus forte aujourd'hui. Et une autre menace, c'est l'extraterritorialité du droit américain qui est appliqué souvent dans certains pays. Et par exemple, il est quasiment impossible aujourd'hui pour les semenciers français d'exporter vers l'Iran, alors que c'était un marché qui en potagère était un marché relativement important et qui aurait pu le devenir aussi en céréales. Au niveau des opportunités pour la France, mais aussi pour les autres pays, le marché mondial est en hausse. La croissance est actuellement à peu près de 4% par an, donc c'est assez important. Vous voyez sur le graphique à droite que la diversité des semences produites en France est aussi très importante. Bon, ça, c'est plutôt positif pour la France. La qualité de nos semences est reconnue depuis de très nombreuses années. Et également, il y a des synergies entre la recherche publique et la recherche privée que beaucoup d'autres pays nous envient. Actuellement, beaucoup de semenciers français ont des liens avec l'INRAE, euh, par exemple. Et puis, nous avons un secteur agroalimentaire puissant qui, je dirais, tracte la filière semence. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de manière très résumée sur la filière semence mondiale et française. Allô? Voilà, j'avais coupé mon micro, excusez-moi. Merci Alain, je crois que c'est très clair. Peut-être pour ceux qui ne sont pas des professionnels du secteur des semences, conviendrait-il de dire un tout petit mot, si vous me le permettez, sur le certificat d'obtention végétale. Ça, c'est un engin très français qui a été créé il y a maintenant près de 50 ans, qui est un outil remarquable pour défendre la propriété intellectuelle sur les semences sans passer par le brevet. Le système du certificat d'obtention végétale consiste à repérer chaque nouveauté obtenue à partir du matériel génétique disponible et cette reconnaissance étant faite, la société ou l'homme qui a créé cette semence est protégé, se protège. Il lui appartient de faire les démarches juridiques, en particulier judiciaires, lorsqu'il y a contrefaçon, mais la semence elle-même peut être utilisée librement par toute personne qui pense pouvoir en faire quelque chose. Et donc, le certificat d'obtention végétale fonde le principe d'une rémunération sur le droit de propriété de la semence, mais laisse libre accès à la ressource génétique ainsi créée pour en améliorer d'autres plantes. Contrairement au brevet qui suppose qu'à chaque obtention, il y ait une rémunération. Et il y a un véritable enjeu franco-français pour faire valoir le COV, le certificat d'obtention végétale, plus fortement, pas seulement en Europe où il est assez reconnu, mais face au brevet. Et voilà, je crois que Alain, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur ce sujet? Non, je pense que tu as tout à fait résumé la chose. Bon, il faut savoir que dans le cadre d'un brevet, par exemple, sur des lignées de maïs qui sont aux États-Unis, un sélectionneur lambda ne peut n'y accéder que
20 ans après le dépôt du brevet. Donc ça veut dire que ce matériel élite est disponible quand même à moyen terme, mais il n'est pas disponible immédiatement, comme c'est le cas avec le COV, pour les autres obtenteurs. Voilà. Y a-t-il une demande de parole pour bénéficier? Permettre avec humour, c'est peut-être, Jean-Jacques, l'outil qui nous manque sur les vaccins actuellement. Je pense que l'invention du COV est valable pour tout ce qui concerne les biotechnologies. Et je pense que si, en effet, les choses s'ouvrent à Bruxelles, et nous pourrions, nous les Français, pousser dans ce sens au travers de la réécriture du génome et des nouvelles biotechnologies NBT dérivées du prix Nobel CRISP-PR, nous pourrions substituer à l'image catastrophique de l'OGM l'image positive de l'utilisation des biotechnologies dans le secteur agricole et dans le secteur alimentaire, comme cette image existe dans le secteur médical. Aujourd'hui, les vaccins à ARN ne sont possibles que parce qu'on sait maintenant aller beaucoup plus vite dans le génie génétique. Et donc, on accepte ça pour la médecine vétérinaire, la médecine humaine. Quand on n'accepte pas l'application des mêmes technologies, c'est un peu contraire à ce que nous avons appris de nos prix Nobel de médecine d'il y a une quarantaine d'années, Wolf, Jacob et d'autres, qui nous ont dit, mais il y a une unité du vivant. Et un potentiel extraordinaire, non pas de modification dramatique, mais au contraire d'amélioration à la hauteur des enjeux alimentaires, biodiversité et gaz à effet de serre. Voilà. Jean-Jacques, pardonnez-moi de vous couper. Nous avons dans l'organisation, nous avons beaucoup d'intervenants et sur des thématiques qui vont s'enchaîner, je propose que nous prenions à chaque fois une question par intervenant. Là, nous avons une question, je vois, de Martine de Guilballois, hein, Monsieur Lepoudre aussi. Après, pourrons-nous refaire une synthèse pour nous faire réintervenir les autres questions, mais pour pouvoir dynamiser notre débat et assurer que nous tenions dans les temps, parce que cet intervenant, il faut vraiment qu'on arrive à tenir dans l'heure et demie que nous avons prévu. Je donne la parole à Madame Guilballois. Non, Anne, je prendrai sur autre chose. Laisse passer quelqu'un d'autre alors. Quelqu'un d'autre. Damien. Oui, je voulais juste une précision, et je ne suis pas l'expert, donc comme Alain, mais Alain, tu as dit que quand c'est breveté, on est bloqué pendant 20 ans. En fait, non, il suffit de trouver des accords commerciaux. Et est-ce que les accords commerciaux ne créent pas une plus grande dynamique de créativité, comme on le voit aux États-Unis, avec des investissements, qu'une protection qui semble figer quand même les évolutions, parce que chaque fois, il faut passer par un processus un peu administratif. Et on voit le foisonnement de la génétique maïs aux États-Unis, que d'aucuns disent que c'est grâce aux OGM. En fait, non, c'est grâce au modèle économique. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque en matière de maïs, par exemple, il n'y a quasiment plus d'échanges entre les grands obtenteurs que sont d'un côté Bayer, ex-Monsanto, Corteva, qui est maintenant qui a remplacé Pioneer, et d'autres. Donc aujourd'hui, si un obtenteur européen veut avoir accès à une lignée, en théorie, il peut l'obtenir, mais comme de toute façon, en face, le partenaire potentiel mettra la barre tellement haute qu'en fait, commercialement, ça ne se réalise pas. Et actuellement, c'est aussi une manière, en fait, les efforts de recherche grimpent de plus en plus. Les gens ferment de plus en plus l'accès au matériel végétal élite parmi les grandes plantes que j'ai citées. Et c'est une manière de tuer les petits concurrents. Donc, en fait, en théorie, oui, on pourrait passer des accords commerciaux, mais en réalité, il n'existe quasiment pas, sauf lors de fusions d'entreprises. Enfin, c'est pas le Croplan Winfield avec Croplan, ils ont les meilleures génétiques c'est un gros distributeur, mais ils ont leur propre marque. Et il y a plein de petits généticiens aux États-Unis qui signent quand même des accords. Mais c'est vrai que c'est plus difficile, je suis d'accord. Je pense que c'est un beau sujet. Par ailleurs, il y a des temps procéduraux, les procédures des brevets et les procédures de reconnaissance de la spécificité d'une plante sont de taille à peu près équivalente. Donc, je crois que c'est très ouvert comme disposition. Et je pense que le système du COV n'est pas antinomique du brevet. Simplement, il a l'avantage
de laisser circuler et de ne pas approprier un gène, quel qu'il soit. Et donc, je crois que c'est un gros avantage par rapport à toutes les autres formules de brevets appliqués aux vivants. Et indirectement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que bon, les premiers OGM ont été commercialisés en 1996. Aujourd'hui, il y a 104, enfin, en 2019, qui sont les derniers chiffres officiels, il y avait un peu plus de 190 millions d'hectares de plantes OGM dans le monde, dans une trentaine de pays. Et il faut savoir que simultanément, l'Union européenne n'en avait que 112 000 sur une espèce qui est le maïs. Donc, c'est la résultante en fait de la concurrence nouvelle qui s'est établie. Alors, je vais donner la parole maintenant, si vous me le permettez, à Michel Nallet, qui était jusqu'à ces jours derniers le directeur des relations internationales du groupe Lactalis et qui présidait l'Union européenne des laitiers, le Dairy European Association. Michel, la génétique, c'est aussi un enjeu important dans les industries laitières parce que c'est les animaux d'un côté, c'est les micro-organismes de l'autre qui servent à transformer les produits laitiers et tout ça dans un objectif de production et de rayonnement mondial du plateau de fromage français. Est-ce que tu peux nous dire un mot de la façon dont tu vois les choses? Oui, merci Jean-Jacques et merci de m'avoir invité. Je vais être assez rapide. Effectivement, comme tu l'as dit, j'ai passé toute ma carrière dans le lait et maintenant je suis voilà, gentiment retraité, ce qui me donne un peu de temps aussi pour réfléchir avec vous. Donc c'est bien. Juste un mot sur le secteur laitier. Il y a des études qui montrent qu'au niveau mondial, il y aurait à peu près 1 milliard de personnes qui auraient une activité économique liée au secteur laitier, puisque vous savez que dans nombreux pays en développement, d'avoir une ou deux têtes de bétail, quel que soit d'ailleurs le bétail en question, est aussi une des sources d'approvisionnement de l'alimentation de ces personnes. Voilà, donc ça c'est juste pour parler du secteur globalement. Je ne vais pas vous redonner d'images, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, si c'est nécessaire, après, dans votre réflexion, je pourrais vous donner un peu comment se situe. Ah, on t'a perdu. Je vais désactiver mon micro malencontreusement. Oui, je disais, je ne vais pas vous redonner, mais souvenez-vous que l'Inde est le premier producteur laitier mondial. Voilà, donc ça vous situe aussi où se trouvent les grands enjeux de demain par rapport à des productions, alors que la Chine, qui a une plus grosse population, a une production qui est un peu moins du double d'ailleurs de celle que l'on a sur le territoire français. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si on revient après au secteur dans lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années, les industries agroalimentaires, elles sont probablement moins concentrées que celles qui a été mentionnées au niveau des semences, puisque le groupe Lactalis pour lequel j'ai travaillé, qui représente aujourd'hui à peu près 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires, représente que 5%, même pas 5% du marché mondial. Donc, vous voyez que tout ça est encore pas si concentré que ça. Et c'est probablement aussi un enjeu de demain s'il y a pour effectivement peut-être nourrir différemment la population de demain. Alors, j'étais très intéressé par écouter toutes vos discussions sur les OGM parce que c'est un sujet européen et un sujet français, puisque dans les grands enjeux, ça n'a pas été indiqué, mais pour nous, il y a une demande sociétale qui est en fort développement, à la fois sur la partie CO2 et sur la partie émissions de gaz à effet de serre que Jean-Jacques a souligné au début, même si le consommateur lui-même a un peu de mal à faire le lien entre les vaches et l'effet CO2 des ruminants. Donc ça, ce n'est pas tout à fait passé dans la table. Par contre, tout ce qui est OGM est effectivement très connu. Et en France, nous-mêmes, nous produisons, nous avons un cahier des charges avec un certain nombre de producteurs qui ont des alimentations sans OGM. Donc ça, c'est avec un prix d'ailleurs du lait plus élevé, sans OGM. Et en Allemagne, c'est le standard. En Allemagne, les productions laitières sont toutes avec des aliments sans OGM. Donc vous voyez que tout ça est lié
et a donc des conséquences. Et j'écoutais effectivement avec attention le fait qu'on n'accepte pas d'avoir du lait qui vient d'animaux nourris avec des aliments issus de cultures OGM, et l'histoire des vaccins, c'est tout à fait exact. Je trouve que c'est aussi un sujet, moi je n'ai pas à me prononcer là-dessus, mais enfin là aujourd'hui, l'État, c'est comme ça. Et donc ça a aussi potentiellement des conséquences par rapport à la France et par rapport à la place de la France au niveau international. 45% de la... Ah, vous m'avez perdu, non? Je ne sais pas, non, c'est bon. 45% 40 à 45% du lait produit en France est exporté, avec une exportation européenne, mais aussi un peu plus de 15% de ce lait qui est exporté vers les pays tiers. Donc, il y a un enjeu aussi majeur. Bon, le lait n'est pas un produit qui s'exporte très bien, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc, pour beaucoup d'entreprises, les enjeux, c'est aussi d'aller se développer internationalement. C'est ce qu'a fait le groupe dans lequel j'ai travaillé, puisqu'aujourd'hui, en étant présent avec 260 sites industriels dans 51 pays dans le monde, le groupe Lactalis dans lequel je travaillais est aujourd'hui le leader mondial, mais avec une part de la France qui maintenant aujourd'hui représente un peu plus de 20% de son chiffre d'affaires. Donc vous voyez que pour aussi répondre aux questions de demain et au développement potentiel qu'il peut y avoir, il faut être aussi sur place, parce que tout ne pourra pas se faire ni de la France ni de l'Europe par rapport à un certain nombre de produits. Même si donc le lait et les produits laitiers restent là aussi un secteur très excédentaire, un des premiers secteurs excédentaires après les vins spiritueux, enfin je parle là avant Covid, et donc c'est un sujet aussi qui pour la balance commerciale est intéressant. Le sujet qui est quand même là, il faut le souligner, c'est que le revenu des agriculteurs est un enjeu d'hier et d'aujourd'hui et de demain, avec des prix du lait qui aujourd'hui dépendent à la fois des marchés français et à la fois des marchés internationaux. Or, les marchés internationaux restent avec une certaine fluctuation, et il y a une réflexion aussi qui est de certain nombre de producteurs de lait, de savoir s'ils veulent maintenir aussi dans les années à venir les 24 milliards de litres de lait qui sont produits en France, dont, je vous rappelle, donc je viens de vous le dire, 40% sont exportés. Vous voyez que c'est des sujets parce que les niveaux de revenus peuvent être affectés par des fluctuations de prix mondiales. Et donc ça, c'est un sujet qui, pour le monde agricole, est important et primordial. Voilà, donc les enjeux sociétaux sont de plus en plus importants. L'interprofession laitière dans laquelle j'ai beaucoup travaillé en France est très proche aujourd'hui de bon nombre d'associations, fait beaucoup d'études, et beaucoup d'études aussi sur des fermes dites bas carbone, avec des alimentations différentes, donc beaucoup de sujets de cette nature-là qui doivent permettre aussi d'apporter une image différente et se sortir de cette histoire de la ferme des 1000 vaches qui d'ailleurs n'existe pas du tout. Elle n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui, elle n'a jamais existé parce que aujourd'hui la taille moyenne des exploitations elle est de 60-65 vaches et on n'est pas du tout sur ce niveau de ratio. Après, il y a par rapport à tout ça des enjeux véritables aussi liés à l'alimentation et des animaux, mais aussi liés à l'alimentation humaine. Aujourd'hui, en France, le lait n'est pas encore ciblé par les associations animalistes, mais ils sont quand même assez proches sur la liste par rapport à ce qu'ils peuvent attendre. Voilà un petit peu pour vous donner l'idée. Si vous avez besoin dans votre réflexion future que je vous apporte des éléments, j'ai tout ça en magasin, mais je pense que le temps passe assez vite. Si vous donnez la parole à tout le monde et pour qu'on ait une vision comme Jean-Jacques me l'a demandé, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en préambule. Merci Michel. Peut-être Anne, une question Oui, Anne, si tu veux bien. Voilà, Martine. Oui, bonjour Monsieur Nallet, je suis contente. Bonjour Madame Le Guilbalois, vous allez bien? Je savais, en vous voyant, vous alliez me poser une question. Vous voyez, je ne suis pas déçu. Non, ça mais va? je suis contente de voir que vous êtes arrivé à l'âge pivot avec une mine épanouie. Vous ne vous rappelez pas la plaisanterie que vous m'aviez faite? Non, mais vous voyez qu'il faut. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, alors, Madame. Déjà pour commencer, là, ce que vous venez de dire.
votre caméra, malheureusement. madame. Comment? Pourriez-vous réactiver votre caméra? Non, sinon vous ne m'entendrez plus. Je suis désolée. Bon, on fera sans vous voir. En province, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre des fois. Mais là, en l'occurrence, là par contre, je vais décevoir Monsieur Nallet. PETA a fait paraître la semaine dernière une vidéo sur le lait épouvantable, mais épouvantable. Oui, non, mais je sais. C'est parti, hein, c'est parti. Après, moi, je pense qu'il faudrait avoir une pédagogie. Nous, en tant que législateurs, aujourd'hui, on est complètement. Enfin, moi, je suis continuellement en questionnement entre les demandes des consommateurs et l'acte d'achat. Ça n'a rien à voir. Là, aujourd'hui, quand vous parlez des semences, quand on parle des BNT, quand on parle de tout ça, il faudrait déjà repartir dans une pédagogie, mais c'est une pédagogie qui revient en arrière. À une époque, en France, on avait deux définitions des OGM. Une qui s'opposait, celle du Sénat et de l'Assemblée nationale, la mutagénèse et la transgénèse, alors que certains la mettaient vraiment dans le même lot. Derrière, il y en a d'autres qui étaient capables de faire la différence. L'essentiel aujourd'hui, ça serait effectivement qu'à Bruxelles, on obtienne une cession entre ce type de ce qu'ils appellent tous des OGM. Et moi, j'essaie toujours de leur dire qu'à la base, alors peut-être que vous allez dire que j'ai une bêtise, mais en tout cas, elle passe bien ma bêtise. Les petites tomates cerises, elles ont été créées comme ça. En fait, personne ne voit des OGM dans des petites tomates cerises, alors que c'en est. Alors, on va visiter dans les roseraies, on voit des roses magnifiques, mais quelque part, à chaque fois qu'on fait ça, et moi, je pense que tout ça passe par la pédagogie. Quand vous parlez, Monsieur Nallet, pour l'instant, le lait n'est pas trop attaqué, je ne sais même plus ce qu'il faut faire. On ne sait plus, nous, ce qu'il faut faire. Là, j'ai quelques collègues, moi je travaille sur le bien-être animal depuis 30 ans, et en l'occurrence, on a vu les choses évoluer, on ne sait même plus quel argument. Là, on vient de faire un rapport avec Alain Péréa. D'ailleurs, on a rencontré l'Union des semenciers, messieurs, par rapport à tout ce qui peut se passer, les fauchages, les faucheurs et autres. Et là, moi, je pense que très sincèrement, l'histoire de communication, sans aucun doute, mais il faudrait qu'on convertisse des journalistes, qu'on ait des émissions abordables. Il y a plein de choses qui se passent sur YouTube. Là, il y a les fermiers qui vont se déplacer avec leurs tracteurs en France pour aller convertir. Mais bon, moi, je leur dirais que c'est une mauvaise idée parce que moi, je refuse d'aller aux fêtes de l'agriculture où il y a des courses de moissonneuses-batteuses. On a l'impression qu'il y a une déconnexion entre les gens qui connaissent bien et ceux à qui on voudrait faire connaître. Oui, madame. Je me permets, madame, parce que je regarde la pendule aussi en me disant il y a encore que d'autres intervenants. Excusez-moi. Non. Votre remarque est tout à fait justifiée. Je crois, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Je considère pour ma part que autant le siècle précédent a été marqué par la chimie et par la physique, autant celui dans lequel nous sommes est profondément marqué par la biologie. Or, on n'assure pas à la biologie la place qu'elle devrait avoir dans la formation de base à tous les niveaux de qualification. Et donc, toutes ces choses sur le Covid, sur en effet la réécriture du génome, etc., tout ça est du chinois pour la plupart de nos... Je parle ça à Alain qui est époux d'une jeune femme chinoise, pour qui donc les choses sont peut-être compréhensibles, mais pour les Français, ça ne l'est pas. Et on a un énorme déficit en formation. Déficit qui va beaucoup plus loin. Aussi, dans les pratiques, je rejoins ce que disait Michel Nallet tout à l'heure, opposer les productions animales et les productions végétales, c'est souvent absurde parce qu'on a besoin d'une complémentarité entre les productions animales et les productions végétales. On a besoin de faire des recherches, sans aucun doute, en génétique, mais aussi en alimentation des animaux. Michel en a dit un mot, pour qu'on arrive à faire mieux gérer aussi bien les cultures que les productions animales. Et derrière, il y a des enjeux d'entreprise. Alors, avant de repartir sur les autres entreprises, on va peut-être évoquer un secteur qui est commun
à toute l'agriculture, c'est le machinisme. Et j'aimerais, alors, Patrick Besson, qui est le patron de la société Grégoire et Besson, fabricant de matériel aratoire, qui exporte dans le monde entier, a eu un ennui récemment, et donc c'est son directeur du développement, Cyril, qui pourrait nous dire quelque chose sur la place du machinisme français dans le monde. Cyril, vous êtes en ligne? Cyril. Je vous entends, est-ce que vous m'entendez? Ah, on vous entend maintenant, voilà. Donc oui, alors je remplace au pied levé Patrick Besson qui n'est pas disponible aujourd'hui. Et donc vous m'avez demandé de parler de notre société et de ce que nous avons pu faire à l'export depuis la chute du mur, en fait, d'une certaine manière. Alors je ne sais pas si vous voyez mon écran. Là, non. Alors attendez, comment on fait? Vous faites écran partagé. Oui, c'est ce que je fais. Et vous mobilisez votre ressource, votre PowerPoint, et vous cliquez sur l'image que vous voulez nous passer. Bon. Est-ce que vous le voyez là? C'est bon, très bien. Merci. Sur la première image, c'est bon. Enchaînez sur la seconde. Je vais passer directement à la seconde. Voilà. Donc Grégoire Besson, c'est une entreprise de 300 personnes basée au sud de Cholet, dans le 49. Nous sommes spécialisés dans le travail du sol. Et notre terrain de jeu, en fait, eh bien, c'est toute cette zone de terre cultivable, plutôt en grande culture, qu'on voit bien sur la carte. Là. Alors, en vert sur la carte. En vert, voilà. Et nous avons, depuis donc la chute du mur, en gros, développé des filiales à l'export. Tout d'abord au Canada, et j'ai fait partie de cette équipe au Canada qui a démarré l'entreprise en 92, et puis quelques temps après, la Pologne, l'Angleterre qui n'existe plus, mais parce qu'elle est gérée de façon européenne maintenant, la Pologne, la Russie, l'Ukraine et la Chine. Et je peux vous dire que tout à l'heure, on parlait un petit peu avant la réunion de la présence française et de l'importance de la présence française. Dans une autre vie, j'ai aussi travaillé sur l'Afrique et notamment au nord-est du Nigeria. Je peux vous dire que ce qui nous a aidés, même en Chine, et notre responsable chinois en est un bon exemple, ce sont les alliances françaises, c'est-à-dire la présence de la culture française dans différents pays. Je vois aussi par exemple à Kano au nord Nigeria. Ben, vous avez un moyen de faire la promotion de la culture française, de la langue française, et finalement des PME comme nous récupérons les bénéfices de ce genre de choses puisqu'on peut recruter du personnel assez facilement. Donc, l'entreprise de la région de Cholet, pourquoi on s'est développé à l'export alors qu'on n'est vraiment pas une grande entreprise? Ben, c'est que ça se passe en fait par étapes successives. On s'est spécialisé dans le matériel de travail du sol, donc des machines qui sont engagées dans le sol, ce qui fait que déjà, on dépend d'un triangle de texture avec des sols extrêmement différents. Et donc, vous avez rarement dans nos gammes de produits des gammes longues, ce qui fait que on est sur un métier de spécialiste. On est capable de mettre au point des outils à dents ou à disque ou des charrues, suivant les régions du monde, qui sont finalement, en termes de sol, bien différentes. Après, il y a la taille des exploitations qui intervient. Et ce développement export s'est fait à partir d'un développement avec Caterpillar, quand Caterpillar a développé ses outils, ses tracteurs à chenilles de forte puissance, d'abord dans le centre de la France, puis en Angleterre, puis quand le mur est tombé en Allemagne de l'Est, où là, si vous voulez, on est passé d'exploitation en France, mettons 1000 hectares à 2000 hectares en Angleterre, 5000 hectares dans les ex-RDA, et puis Russie-Ukraine, aujourd'hui, on a des exploitations ou des clients jusqu'à 400, 500, 600, 700 000 hectares. Donc, c'est bien un développement progressif. On ne peut pas partir à l'export dans des pays lointains ou exotiques sans avoir déjà une expérience à proximité. Et puis, notre force, c'est d'avoir aussi des implantations locales. Ces filiales nous ramènent
des informations en direct sur le marché et sur l'adaptation de nos produits au marché. Oui, alors moi j'ai été très intéressé par la dia que vous avez mise dans votre présentation, là, que vous avez obtenue en discutant avec les patrons agricoles, agronomiques d'un groupe ukrainien très important qui est le groupe Kernel, qui est un des premiers exportateurs d'huile. Et vous avez mis en évidence, à mon avis, deux choses très importantes. C'est la compétitivité de ces nouveaux producteurs mondiaux de l'Est, qui sont en gros 2 fois moins chers à la tonne produite que les Européens. Et la deuxième chose très importante derrière, c'est la définition de nouveaux territoires agricoles, de nouveaux territoires avec un grand potentiel de production. Alors oui, alors il faut évidemment la force finalement de Patrick Besson. Je reviendrai juste après sur vos deux remarques, mais c'est l'anticipation des évolutions. Et j'ai pris comme exemple la production de blé, le comparatif ici sur cette diapo de la production de blé en Russie et aux États-Unis. Alors on voit finalement une montée en puissance régulière des productions russes de blé. Bon, on le voit sur les marchés mondiaux. Mais voilà, il fallait, dès les années 2000-2002, là, quand on a créé nos filiales, faire un pari un petit peu sur ce potentiel de production qui se confirme et qui se confirme encore aujourd'hui. Alors, notre présence sur le terrain, elle nous permet de remonter des informations. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de la diapo, mais on est capable, en effet, de rencontrer nos clients ou de les faire venir en France. Ils sont de toute façon assez preneurs de partage d'informations avec des producteurs français. Et en 2016, nous avons eu une délégation de producteurs ukrainiens dont vous avez parlé. Et nous sommes allés en France chez un agriculteur, un de nos gros clients. On a essayé de comparer nos coûts de production comme on le ferait avec une analyse de groupe sur des agriculteurs français dans un CETA, par exemple. Alors, évidemment, on a des coûts de production, des charges de mécanisation, c'est notre partie, qui vont du simple au double. Bon, bien sûr, hein, un salarié, un chauffeur de tracteur dans une exploitation ukrainienne, je pense que chargé, c'est à peu près 300 € par mois. Donc, bien sûr, on a une distorsion, on va dire, de concurrence d'une certaine manière. Donc, quand on ajoute à ça les charges fixes, on a un total des charges, quand je compare 2016, qui est du double. Par contre, sur les revenus, on avait une compensation d'une certaine manière des revenus, puisque les rendements sont relativement plus faibles. À l'époque, on avait sur 2016, on avait pris les données de Kernel, 7,5 tonnes, donc 75 quintaux en blé contre 90 chez l'agriculteur du sud-ouest de la France qu'on était allé voir, avec des prix de vente différents. D'un autre côté, on avait aussi les aides PAC qui donnaient un coup de pouce aux revenus du producteur français. Bon, faut savoir que là-bas, dans les charges, dans ces gros groupes, ils ont aussi des frais importants de la part du siège social. Les frais généraux, là, ils sont à un moment donné, il y a frais généraux du siège social, donc ce qu'on peut appeler les management fees. Cyril, on va... Oui. Donc voilà. Mais voilà, on arrivait en 2016, pour vous dire, à peu près à un équilibre quand on ramène sur une ferme de 100 hectares à un coût ou à l'hectare à peu près identique. On a un décrochage depuis 2017-2018, soit à cause des rendements, soit à cause des prix, et aussi à cause de la baisse de la compensation européenne. Quand on fait baisser les aides PAC, on influe directement sur la compétitivité par rapport à l'Ukraine. Bon, donc ça c'était le détail. Je retiens Cyril, quelque chose de très important, c'est l'anticipation pour pouvoir s'implanter avant que le marché ne démarre complètement. Ça, c'est très important. Et de repérer, en effet, à partir d'analyse des coûts de production et des potentiels de production, là où vont se développer les productions. Voilà, nous, c'est simple. Enfin, c'est simple. Oui, il faut vraiment connaître son marché.
il faut aller dans les régions où, évidemment, la climatologie est favorable, aussi bien température et eau. Alors, avec les changements climatiques, ça crée des opportunités, mais attention au niveau d'eau, hein, il faut des pluviométries quand même favorables pour la production. Les terres cultivables, encore une fois, c'est le triangle de texture d'une certaine manière. Et puis le fait d'une PME comme nous d'être en présence sur le terrain, même pendant le Covid. On n'a pas arrêté de travailler pendant le Covid. On a fait les déplacements en Russie, en Ukraine et ailleurs, en ayant les périodes de confinement. Il faut garder ce contact et cette information. L'autre chose qui est très importante dans les pays sur lesquels nous avons développé nos machines, c'est la formation permanente des chauffeurs, des vendeurs de concessions. On ne peut pas mettre sur le marché des machines sans avoir non seulement le SAV, mais aussi la formation adéquate. Merci beaucoup Cyril. Alors je vais faire une transition avec une autre vision de l'entreprise. Je vais passer la parole à Sébastien Abyss. Je l'ai vu tout à l'heure sur mon écran. Sébastien, tu es en ligne peut-être? Je suis là. Bonjour Jean-Jacques. Voilà, alors j'aimerais que tu parles un peu de ce club Déméter qui a pour vocation de réunir les entreprises du secteur agricole pour à la fois la collaboration entre elles et puis pour une vision internationale. Jean-Jacques, est-ce que je peux poser une question Bien sûr. Oui. Bon, en plusieurs occasions, il a été mentionné le marché ukrainien. L'Ukraine, bon, c'est un marché que tu connais bien, que je connais bien, Dominique connaît bien aussi. C'est un pays qui connaît au niveau agriculture un développement qui est tout à fait remarquable, hein, qui est extraordinaire. 60 millions de tonnes de graines en 2016, prochainement 100 millions de tonnes de graines. Enfin bon, un développement spectaculaire, une production qui a été multipliée par 5 en une vingtaine d'années, des rendements à l'hectare qui augmentent. Donc c'est un pays qui a d'un côté des rendements qui s'accroissent de façon très très sensible, mais qui est également de mieux en mieux capable de produire en qualité. Et j'aimerais bien que l'interlocuteur précédent nous explique qu'il connaît bien le marché ukrainien. Quels sont les grands facteurs de succès de l'Ukraine brièvement pour atteindre des résultats qui sont des résultats tout à fait remarquables? Je pense qu'ils sont… Vous m'entendez là? Oui, Cyril, on vous entend. Allez-y. Je pense qu'ils sont multiples. Ils ont évidemment le terrain favorable, la climatologie favorable. Et puis, ils ont mis les moyens de développement, aussi bien sur les infrastructures, on voit des silos qui n'ont rien à envier avec les silos européens. Donc, ils ont cette chaîne d'exportation qui est en marche. Et puis, quand on visite les fermes là-bas, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui sont parfaitement formés. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Il y a moins d'étrangers qu'on a pu voir au tout début. Cette agronomiste-là, avec lesquels on a fait les comparatifs de coûts de production, elle connaissait ces chiffres par cœur. Alors, est-ce qu'ils étaient tous exactement, est-ce qu'ils reflétaient la vérité? On peut toujours critiquer tel ou tel chiffre. N'empêche qu'on voit des interlocuteurs tout à fait performants et motivés. Et ils bénéficient aussi des anciennes fermes d'État avec des structures. Donc, je crois que l'Ukraine, je ne sais pas, mais la Russie, c'est 40 000 fermes de plus de 5 000 hectares. Donc, si vous voulez, ça fait aussi des unités de production qui permettent des investissements et qui permettent, par exemple, je parlais d'une agronomiste, ou d'avoir des spécialistes de telle ou telle production. Absolument. Merci Cyril. Jean-Paul, est-ce que je peux repasser la parole à Sébastien? Sébastien. Oui, je suis là. J'attendais mon tour puisqu'il y a eu j'étais volontairement silencieux. C'est ton tour. Alors, c'est toi qui as la main sur tes images. Hein. Oui, bien sûr. Merci et bonjour à toutes et à tous. Bon, rapidement pour vous dire ce qu'est le Club Déméter, c'est un écosystème dans lequel aujourd'hui vous avez plus de 70 entreprises et organisations professionnelles membres
80% de nos entreprises membres sont tournées vers l'international. Ce sont des entreprises, pour la grande majorité d'entre elles, françaises. On a aussi des entreprises internationales à travers leur siège en France. Ça fait partie un peu de l'ADN du club que je vais commenter. Et nous avons à côté de ce club d'entreprise des grappes de coopération, d'ouverture. D'abord vers les écoles. On a 18 établissements d'enseignement supérieur qui sont partenaires du club Déméter. On a créé un réseau unique en 2018 qui s'appelle Interface Formation, qui vise à rapprocher ces écoles entre elles et en même temps de rapprocher ces écoles des professionnels agricoles et des entreprises qui sont membres du club. Vous verrez que dans ces 18 écoles partenaires, vous avez à la fois des écoles d'ingénieurs agri-agro, mais vous avez aussi des écoles généralistes où il n'y a pas forcément d'agriculture et d'agroalimentaire dans les programmes. Et donc, l'objectif était bien d'hybrider un peu les savoirs, les connaissances, de croiser des expériences et puis faire en sorte que dans l'hypermobilité des étudiants et des compétences actuelles et à venir, on ait des ponts, des passerelles qui se créent dans les modules pour ces étudiants. On fait beaucoup de choses avec ces écoles. On a un prix aussi annuel qui récompense des travaux d'étudiants. Je ne vais pas dans le détail. Et puis, on a 3 ministères associés aux activités du club Déméter. Historiquement, la rue de Varennes avec le ministère de l'Agriculture. Depuis 2017, le Quai d'Orsay via la direction de la diplomatie économique qui comporte, comme vous le savez, parmi ses secteurs stratégiques, l'agriculture et l'agroalimentaire. Ça fait partie du rayonnement de la France à l'international, économiquement et diplomatiquement. Et nous avons également la Marine nationale et le ministère des Armées qui sont partenaires, puisque le club Déméter a développé toute une expertise sur les interactions terre-mer, sur le plan logistique, mais aussi sur le plan produit, puisque vous savez que la sécurité alimentaire passe aussi par les produits de la mer et pas uniquement par les produits de la terre, ce qui serait bien parfois qu'on s'en souvienne en France. Au club Déméter, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 déménagements permanents pour les dirigeants de ces entreprises et les hauts fonctionnaires de ces structures, puisqu'on a la chance de pouvoir travailler avec les leaders de ces différentes entreprises et organismes. On fait 3 déménagements, un déménagement temporel, on sort du quotidien et de l'actualité la plus chaude. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les mondes de demain, et donc on est vraiment sur des activités résolument prospectives. On a un deuxième déménagement qui est géographique. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur la planète entière. Il y a à la fois des risques, des opportunités, des transformations. Il faut s'adapter, il faut en avoir conscience. Mais au club Déméter, on cultive le goût des autres et on cultive vraiment cette ouverture sur l'extérieur. On est très, très mal à l'aise avec les replis territoriaux, les hyperlocalismes, les débats qui s'enferment sur des dynamiques purement hexagonales, ce qui n'empêche pas d'avoir des réflexions sur les intérêts de la France, le rayonnement positif de la France sur ces questions en Europe et dans le monde. Et puis, le troisième aménagement, il est sectoriel. On apporte beaucoup de choses qui ne sont pas pour les dirigeants de ces entreprises leur cœur de métier. Ils ne viennent pas chercher au club Déméter ce qu'ils ont en interne, ce qu'ils ont au sein d'organismes professionnels dédiés. Au club Déméter, on est énormément sur des aspects géopolitiques, géoéconomiques, on est beaucoup sur l'innovation, on est beaucoup sur des tendances sociétales qui ne soient pas directement liées dans un premier temps aux enjeux alimentaires et agricoles, mais qui, par leur présence dans le périphérique, vont permettre de circuler ailleurs ou sur des segments d'innovation. Donc, on est vraiment sur 3 décloisonnements pragmatiques, temporels, spatial et sectoriels. Et on fait 3 outils stratégiques pour des dirigeants d'entreprise que je n'ai pas besoin de décrire. Certains des participants sont chefs d'entreprise ou ont occupé des fonctions importantes. Il y a toute une dynamique de socialisation à haut niveau qui est pratiquée au club. Il y a une vision non pas collective, parce que le club Déméter n'a pas d'expression homogène, unique ou extérieure, hein. C'est un club de réflexion. Chaque dirigeant d'entreprise en tire les conclusions qu'il a envie de tirer d'un point de vue opérationnel pour son entreprise et ses collègues. Nous n'ingérons surtout pas sur la vie des entreprises et ce qu'elles font. On leur donne à regarder le monde comme il évolue, le secteur comme il peut se transformer et les grands enjeux qui peuvent, encore une fois, par l'extérieur, venir impacter ce secteur indispensable qu'est le secteur agricole et alimentaire. Donc voilà ce que nous faisons. Et puis Jean-Jacques m'avait demandé de présenter 2-3 points particuliers. Donc nous avons 10 pôles d'activité différents aujourd'hui au club Déméter. C'est une offre multilatérale, hein, c'est-à-dire que les entreprises qui sont membres bénéficient de l'intégralité de
ces activités et services qu'on déploie tout au long de l'année. On a une dizaine de pôles d'activité. Pour vous dire, par exemple, sur l'année 2020, on a eu plus d'une cinquantaine d'événements Déméter, toutes activités confondues. C'est beaucoup de présence de haut niveau, c'est beaucoup d'internationalisation, c'est beaucoup de publications par ailleurs. Donc, je vais mettre l'accent sur deux, trois choses comme convenu avec Jean-Jacques. D'abord, thématiquement, vous dire que même si nous n'avons pas de programme de travail arrêté à 100%, on organise quand même toute nos activités, quels que soient les pôles d'activité de ces axes qui ne sont pas, encore une fois, exclusifs, mais qui vont être prédominants dans les réflexions qui sont les nôtres. Et donc, on joue beaucoup sur un certain nombre de choses assez classiques. Vous allez peut-être me dire que ces formules et ces mots ne veulent pas forcément dire beaucoup de choses de concrètes derrière, mais c'est aussi volontaire puisque les activités du Club Déméter sont par confidentielles et réservées aux dirigeants des entreprises qui en sont membres. Donc, ma transparence est forcément limitée activités. On a la chance aussi de développer une publication qui est unique dans l'espace francophone, qui s'appelle le Déméter. J'ai le plaisir de pouvoir compter sur des experts de très haut niveau pour diriger avec mon collègue Mathieu Brun cette publication. On a un comité de rédaction dont Jean-Jacques Hervé ou Alain Bonjean font partie, que je salue, Alain, à l'instant. On a un comité de correspondants internationaux, ce qui nous permet aussi de prendre la température et des sensibilités sur de l'extra-hexagonal et extra-européen. Bon, le Déméter, c'est une publication annuelle, c'est en moyenne 70 à 80 auteurs à chaque édition. C'est publié avec l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et c'est un tirage qui est croissant d'année en année et a une présence média importante. On a dans chaque édition des sujets très différents. Pour vous dire deux exemples sur l'édition 2021 qui est parue, on a un excellent article sur la Sibérie et son potentiel agricole et céréalier. Et on a fait notre grand entretien avec un jeune Français d'une quarantaine d'années qui actuellement est au-dessus de la Terre et s'occupe de préparer par la dimension spatiale les produits alimentaires de demain. Donc, on a Thomas Pesquet qui nous a fait un grand entretien intéressant pour rappeler que, vu de loin, c'était quand même important l'agriculture et la place des agricultures européennes et françaises. Parmi les autres activités du Club Déméter, Jean-Jacques m'avait proposé de dire un mot de nos missions d'études qu'on organise aussi pour les entreprises et dirigeants membres. Nous avons des missions d'études à l'étranger, complétées depuis 2 ans par des missions d'études un peu plus courtes en France. Ces missions, en fait, consistent à organiser à travers un programme de visites de terrain agricole, de rencontres professionnelles, de visites d'entreprise, de moments institutionnels, une concertation avec des acteurs dans un pays qui sont sur ces sujets et qui reçoivent une délégation Déméter qui est aussi une délégation France. C'est pour ça que ces missions, on les développe aussi beaucoup avec le Quai d'Orsay et avec justement cette diplomatie économique qui essaye de combiner les intérêts économiques et ce rayonnement d'un secteur agricole qui ne s'arrête pas qu'à des considérations commerciales, mais qui est aussi des problématiques normatives, des problématiques de valeurs, des problématiques d'agenda stratégique multiples. Donc voilà, on a fait plus d'une vingtaine de missions depuis le début de ce siècle et la dernière mission à l'étranger s'est faite par exemple à Djibouti et en Éthiopie, ce qui nous avait permis de voir en Éthiopie, il y avait une délégation d'une cinquantaine de chefs d'entreprise français, mais on était passé d'Addis Abeba et de la présidence de la République qui nous avait reçus à des visites de terrain agricole le lendemain à 200 km d'Addis Abeba, pour bien constater que dans ce type de pays, le grand écart est quand même saisissant entre la capitale, son développement, son internationalisation et l'intérieur rural et agricole. Mais le cas de l'Éthiopie n'est pas spécifique, c'est une réalité mondiale. Donc les missions d'études du Club Déméter sont, j'insiste là-dessus, toujours équilibrées avec beaucoup de visites de terrain en milieu rural profond, au cœur des problématiques de développement, assez loin finalement aussi des moments obligatoires et incontournables qu'on est obligé de faire sur le plan institutionnel dans la capitale. Donc Merci. voilà ce que je pouvais vous dire à propos du Club Déméter. Merci. Merci beaucoup, Sébastien.
Écoute, je regarde ma pendule, alors je vais te priver de questions là tout de suite, et je vais passer la parole, profitant de ce que tu évoquais, l'intervention de Pesquet dans le Déméter 2021. Je vais passer la parole à ceux qui font des nouvelles technologies, comme Damien Lepoutre et Pierre Poulain. Pierre, est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi tu vois ces nouvelles technologies du numérique? Alors, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, Jean-Jacques. Donc effectivement, je vais être extrêmement rapide, peut-être 2 mots pour commencer sur notre activité. Donc Valeur-Tech, on est une structure de conseil dans le secteur agriculture numérique. On travaille en France, en Ukraine, au Maroc, en Arabie Saoudite sur ces questions-là, avec des clients effectivement, et je pense que ça permet de recoller avec ce qui a été dit, donc des clients du secteur de la semence, notamment des acteurs français, des acteurs ukrainiens notamment, qui donnent un peu la tonalité de ce qui est en train de se passer sur le secteur. Typiquement, voilà, des structures de production de 25 000 hectares d'automates financées pour une transition sur l'agriculture biologique. Et puis, effectivement, on travaille avec des institutionnels, financeurs, type la Banque européenne de reconstruction et développement, sur ces questions effectivement de digitalisation qui sont en train effectivement de transformer le secteur d'activité, aussi rebattre un peu les cartes, en tout cas interroger la place de la France sur ces sujets-là. Et c'est là où effectivement je souhaitais apporter vers ces 3 idées au débat. Effectivement, la digitalisation effectivement du secteur agricole va être un facteur nouveau et accroître effectivement les gains de compétitivité qu'on peut observer, notamment dans le bassin eurasiatique, qui bénéficie de plusieurs choses. Le premier élément, c'est effectivement l'absence d'historique, qui est un facteur extrêmement pesant pour l'adoption en France de nouvelles technologies agricoles, c'est-à-dire qu'effectivement, on est en train de construire des outils de production à l'échelle des exploitations agricoles, mais aussi en lien avec l'écosystème, notamment sur le financement et la logistique, qui sont guidés directement par le digital. Et tout ça, effectivement, dans cette vague effectivement, de réinvestissement qu'on a autour de la compétitivité des exploitations dans la zone. Et puis, effectivement, il y a cette notion de dimension, de taille, qui permet l'adoption très rapide des outils d'agriculture de précision et des outils de monitoring, et qui constitue effectivement un accroissement effectivement supplémentaire de la compétitivité de ces exploitations, avec un facteur qui est, à mon sens, aussi le plus important, qui est la volonté. Alors, c'est peut-être extrêmement lié aussi à la personnalité et aussi à la volonté des acteurs de l'entrepreneuriat agricole dans la région, mais effectivement une volonté d'innovation, une volonté de tester des nouvelles technologies, non pas dans une logique top-down, effectivement j'attends qu'on m'apporte le bon service, mais aussi une volonté de co-créer les technologies, ce qui nous a permis nous aussi, et je tiens à les saluer aussi, de pouvoir tester avec certains agriculteurs français en Ukraine des technologies expérimentées. Et donc il y a effectivement cette vocation effectivement d'adoption qui est très très forte dans ces régions-là. Le deuxième aspect, effectivement, M. Piotrowski l'a évoqué, c'est le sujet des segments de qualité qui, je pense, doit être regardé avec intérêt, puisque le sujet de la donnée et de la traçabilité digitale est un élément qui est très porté sur le marché français, notamment, sur lequel, effectivement, il y a souvent ce présupposé que la France a une avance importante là-dessus, qu'on ne saurait rattraper. Et je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ça, puisqu'on va se développer sur d'autres marchés, notamment sur des secteurs comme l'agriculture biologique ou des productions de qualité, notamment, on parle du soja non OGM, qui est très demandé aujourd'hui sur le marché. On voit qu'il y a dans les exploitations qui bénéficient d'énormément de données de qualité, une capacité à valoriser directement par le digital cette traçabilité et d'apporter effectivement de la confiance et de la réassurance complémentaire, chose qui est techniquement très complexe en France vu la diversité des exploitations et le très faible taux, il en reste, d'équipement numérique des exploitations en France, et avec une hétérogénéité très forte qui contraint les coopératives françaises notamment à devoir composer avec des situations très diverses, ce qui n'est pas le cas quand on prend le cas, par exemple, de structures comme Arnica, par exemple, en Ukraine, qui va concentrer une zone de production en agriculture biologique sur des dizaines de milliers d'hectares, où je parlais d'Agrofusion notamment, ou Inagro, qui est un acteur concentré et intégré, qui peut très facilement mobiliser l'ensemble des données pour la traçabilité. Donc je pense qu'il faut veiller effectivement à être très, très attentif aussi à notre investissement sur le digital en France autour de ces questions-là,
puisqu'effectivement, il peut être aussi un facteur de rattrapage sur les productions de qualité par rapport à notre concurrence. Enfin, un dernier mot pour donner un regard international sur la posture de la France sur ces questions-là. Le digital est très porté par le gouvernement français en tant que tel. Il y a beaucoup de financement de l'innovation, c'est-à-dire qu'on a vraiment en France beaucoup d'innovation AgTech. Il reste qu'on a une logique assez fermée, in fine, et qu'on refuse, alors soit volontairement, soit involontairement, de regarder ou d'aller bénéficier des adoptions et des structures d'innovation, notamment des outils de gestion ou de la robotisation qui est en train de se mettre en place chez nos concurrents. Dans une logique effectivement de compétition qu'on regarde comme un jeu effectivement comme un jeu cloisonné, alors qu'on aurait peut-être meilleur intérêt à aller créer des partenariats avec nos concurrents sur ces questions-là. Je pense notamment au secteur de la robotique française qui montre effectivement beaucoup d'innovation, mais qui peine effectivement à trouver son business model sur l'adoption, de même que sur nos outils digitaux, où effectivement on a beaucoup d'innovation, un marché en face qui est assez faible, et in fine, on ne va pas assez, je pense, rencontrer ou créer effectivement des structures, soit partenaires, soit filiales, avec des acteurs, et je pense notamment à l'Ukraine, qui est extrêmement dynamique sur le secteur et qui pourrait nous permettre d'avoir effectivement la surface nécessaire pour mettre en place des business models viables. L'exemple le plus intéressant à regarder, je pense, c'est effectivement tout ce sujet du marché carbone en agriculture, qui passe énormément par le digital. Il y a beaucoup d'investissements en France, effectivement, pour aller monitorer le carbone dans les sols, essayer de le commercialiser. Il reste qu'aujourd'hui, avec 3 à 4% d'agriculture de conservation en France et un équipement très, très faible, on n'arrivera pas à trouver le marché. Et donc, effectivement, c'est là où l'alliance avec la Russie, avec l'Ukraine notamment, et ces grandes structures qui sont capables de donner l'ampleur, nous permettrait potentiellement d'avoir les flux de marché nécessaires pour valoriser ces outils via le digital et la data. Voilà, je vous remercie, je suis ouvert aux questions. Bien sûr. Alors, moi, je vous propose, si vous en êtes d'accord, Anne et Vincent, de donner la parole tout de suite à Damien Lepoutre pour faire avant de rouvrir le débat sur les nouvelles technologies. Damien, est-ce que tu es en ligne? Oui, je suis en ligne. Alors, je remercie beaucoup Damien parce qu'il est en ce moment aux États-Unis, donc tu dois être un peu plus de 6 heures du matin. Merci de t'être mobilisé aussitôt pour ce séminaire. Alors voilà, tu es le promoteur de l'imagerie satellitaire pour l'agriculture en France et à l'étranger. Peux-tu nous raconter un peu ton histoire rapidement et en tirer les conséquences sur la place de la France? Bon, j'admire déjà ton passage de flambeau avec le spatial. Et bon, de toute façon, je suis dans le Midwest, dans l'agriculture, donc les gens se lèvent tôt, donc ce n'était pas un problème. Et merci d'avoir pensé à nous. Donc, oui, j'ai toujours travaillé dans la télédétection. J'ai commencé en 1980 en tant qu'ingénieur réseau et forêt, en travaillant 1 an à la NASA et USDA. Et ensuite, bon, j'ai monté le labo de recherche du CEMAGREF à l'époque, INRAE, puis une société, Geo6, que j'ai revendu à un groupe coopératif américain, Androlex. Donc, c'est une coopérative agricole de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires que beaucoup d'entre vous connaissent, le plus gros revendeur de semences au monde. Et depuis quelques années, je me suis occupé à monter leur structure d'innovation, Corporate Innovation Platform, surtout sur les aspects digitaux et dans l'agriculture, AgTech. Et depuis le 1er janvier, je consulte et j'aide en fait les startups et les fonds d'investissement à mieux focaliser le développement des startups pour que ça réussisse, parce qu'en fait, avec les milliers de startups technologiques qui ont été créées depuis une dizaine d'années, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent à commencer à faire du chiffre. Donc, je les aide là-dessus. Alors, la France, bon, bien sûr, c'est difficile. Comment se développer et naviguer en France dans des startups techno-agricoles quand d'un côté, on a notre ancien ministre qui, dans un discours, dit, quand on lui posait des questions sur le bio et sur l'agriculture, il a dit que dans la pratique, il fallait revenir à l'agriculture de nos grands-parents. Ça a quand même été dit et on voit qu'il n'avait pas mis les pieds dans les exploitations à l'époque, pour les aspects environnementaux notamment, ou sociaux. Et d'un autre côté, la France, effectivement, on a quand même une admiration pour les technologies nouvelles, aseptisées et essayer de progresser. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais je ne pense pas que c'est le plus grande difficulté parce qu'on voit beaucoup de fondateurs et de gens qui font des nouvelles structures. La difficulté, elle est plutôt dans la dynamique entrepreneuriale.
et les aspects financement et les aspects tant qu'un fondateur peut passer vraiment à l'export par rapport à s'occuper des aspects politiques, de récupérer des subventions ou autres. Hein. Un exemple, c'est la levée de fonds. Bon, moi, j'ai travaillé en France, j'ai fait levée de fonds ou autre, mais globalement, on peut passer 1 ou 2 ans à lever quelques centaines de milliers d'euros avec des conditions drastiques, des audits, des due diligence et des documents à signer de 50 pages avec des investisseurs. Aux États-Unis, c'est une histoire de 2-3 semaines. Alors, pourquoi? Parce que les fonds sont institutionnels en France et très centralisés. On a créé la BPI, ce n'est pas pour rien. Alors qu'à l'étranger, c'est des fonds d'individus. Donc, beaucoup plus dynamiques, les gens qui savent ce que c'est que le risque. Et j'ai vu des sociétés, beaucoup même de fonds d'investissement français, ont du mal à investir aux États-Unis parce que ça prend trop de temps. Donc, de toute façon, on rate les opportunités. Alors, par contre, ce que je peux voir, moi, c'est qu'en général, quand il y a un fondateur en France, il connaît son métier. Ce n'est pas un rêve techno de la Silicon Valley en disant qu'on va révolutionner l'agriculture, parce que l'agronomie, elle ne change pas. Hein, le digital va permettre peut-être d'améliorer, à mieux gérer. Mais on se retrouve avec des structures qui, dès le début, doivent faire un peu la preuve du marché, c'est-à-dire commencer à avoir du chiffre d'affaires. Et les fondateurs, en général, ont quelques clients ou c'est une opportunité de créer quelque chose. Mais ça n'aide pas beaucoup à la croissance parce qu'il n'y a pas de stratégie financière. Il ne peut pas y avoir de stratégie internationalisation parce qu'effectivement, on peut obtenir des aides, mais on va devoir réserver ses meilleures ressources, les plus intelligentes, pour pouvoir monter un projet de recherche avec des grands groupes dans le cadre d'un pôle de compétitivité. Parce qu'en face, on a des gens intelligents, donc on va devoir, ces meilleures ressources vont être consacrées à ça plutôt qu'à l'international. Donc, je suis toujours très étonné et admiratif devant aussi bien des sociétés comme on vient d'en voir maintenant en machinisme ou des startups qui arrivent à exporter. Je pense que ça nécessite de réussir à s'extraire de ce milieu de discussion politico-subvention ou autre, qui n'est pas une dynamique de start-up et de se projeter à l'étranger. Mais par contre, une fois que les gens vont à l'étranger, je peux vous dire que, alors ce serait intéressant d'avoir d'autres témoignages, mais en tout cas dans les domaines technologiques, on se rend compte que, en tout cas en Amérique du Nord, en Australie, au Brésil, c'est un peu plus difficile, parce que j'ai monté les structures dans ces différents pays, ça nous semble assez facile. Hein. Le problème, c'est quelle est la taille du marché français qui nous permet de supporter les exportations, parce que le marché français est tout petit. Et en général, les startups dans les autres pays, elles se construisent d'abord sur leur marché facilement. Or, en France, le marché est petit et donc c'est difficile d'avoir une base solide financière pour s'exporter. Donc, il faut absolument avoir une dynamique financière et on voit, moi je connais des sociétés, des startups de Français qui vont pour finir dès le début aller chercher des financements en Californie ou ailleurs, mais ce n'est pas facile de le savoir. Donc voilà un peu le contexte. Hein. Et à côté de ça, des opportunités pour les startups françaises, puisque globalement elles ne sont pas chères pour des investisseurs étrangers. En général, avec très très fortes compétences, ils ont une équipe de direction qui connaît parfaitement son marché, alors que les sociétés techno en Californie ou même en Amérique du Sud ou en Australie ou en Asie, très souvent, c'est plutôt des gens qui viennent de la technologie. Et on sait qu'en agriculture, ce n'est pas la techno qui est compliquée, qui est complexe, c'est l'agriculture. Et si on ne reste pas focalisé sur l'agriculture et qu'on n'a pas ces connaissances du marché, on aura du mal à réussir à se développer après. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup, Damien. Voilà, je suis extrêmement heureux de cette intervention très claire et qui montre qu'on a vraiment à réagir parce que quand tu as lancé Geo6 en France, eh bien, finalement, tu as quand même dû vendre à une société, à une coopérative, mais américaine. Oui, disons, moi j'étais dans un cas particulier, j'étais dans le spatial et comme tu as pu le voir, puisque tu en as parlé, c'est des technologies qui font rêver. Donc, j'ai eu beaucoup de mal en France. J'ai eu des litiges avec l'IGN, un procès que j'ai gagné. J'ai eu des litiges avec le CNES et le ministère de l'Agriculture qui ont fait une filiale pour me faire concurrence parce que ça devait être du domaine de l'État. Ou avec les leaders, on supporte beaucoup les champions nationaux. Moi, je me suis confronté aux champions nationaux du spatial
qui avaient des aides de l'État pour aller à l'export, qui avaient des aides de l'État pour se développer en agriculture, et on voit le résultat d'ailleurs. Hein. Et ben moi, en tant que start-up, non, je n'en avais pas, puisque j'étais considéré un sous-traitant par beaucoup d'hommes politiques. J'ai eu des discussions avec beaucoup d'hommes politiques qui, sans arrêt, quand j'étais visité Geosys, ils parlaient de sous-traitants. Ben, je dis non, l'initiative, elle vient de nous. Donc, on a cette difficulté qui est vraiment importante. Hein. Et il faut se sortir de ça. Bon, par contre, je dirais ça donne des coups de fouet. La seule solution, c'était l'international. Ça, c'était clair. Dans d'autres domaines, il n'y a pas les mêmes problèmes. Moi, c'était parce que j'étais dans le domaine du spatial, avec vraiment une idéologie politico-technologique en France qui est, c'est tout pour les champions nationaux. Et on le sait. Regardez le résultat sur le New Space. On n'a quasiment pas de start-up dans le spatial aujourd'hui en Europe, enfin en France particulièrement, parce que tout est focalisé sur les champions nationaux, qui sont très très forts, hein, mais il faut choisir. Est-ce qu'on a une politique de champions nationaux? Est-ce qu'on a une politique de centralisation? Est-ce qu'on a une politique de décentralisation, d'initiative individuelle? C'est pas facile de faire les deux en même temps. On peut peut-être pas être fort partout. On a une politique aussi en agriculture alimentaire sur la haute qualité. Eh ben, c'est sûr qu'on ne peut pas concurrencer sur les coûts du maïs et soja. Donc, est-ce qu'il faut faire des choix et être clair, ou est-ce qu'on essaye de tout faire et de faire rêver les gens? Monsieur Lepoutre, est-ce que je peux juste vous poser une question par rapport à ça? Vous dites que vous êtes donc parti à l'international, comme d'autres dans votre secteur d'activité, pour aller chercher les moyens de vous développer. Mais du coup, partant aux États-Unis, que vous ont demandé en retour vos investisseurs américains? C'était quoi le deal? Non, je suis pas. J'ai revendu, comme me dit Jean-Jacques, j'ai revendu la société aux États-Unis. Moi, j'ai eu des investisseurs français. Hein, j'ai eu la Caisse des dépôts, la Nation, j'ai eu Sophie Proutel, j'ai eu des bons investisseurs qui m'ont aidé au bon moment. C'était pas toujours facile, hein, mais quand je vois comment, je ne connaissais pas le marché de la levée de fonds américaine, mais quand je vois que j'ai passé 2 ans pour signer une levée de fonds de 500 000 euros, même pas 500 000 euros, avec des allers-retours, des documents, des audits ou autres, et quand je vois comment aux États-Unis, en 15 jours, c'est fait, pour lever 3 millions. C'est pas du tout la même dynamique. Hein. Et je n'avais pas de stratégie financière. Ça, c'est parce que je ne l'ai pas appris, on ne l'a pas appris à l'école. Une stratégie, elle est technologique, elle est de marché et elle est financière. On ne peut pas ne pas avoir de stratégie financière. On peut très bien développer une très belle société en France, mais derrière, on va avoir une structure qui va lever 300 millions et qui va pouvoir vendre à perte ou continuer à développer de la technologie avant le marché, et elle va nous laminer si on reste petit. Il faut prendre en compte cette stratégie financière. Pourquoi j'ai revendu aux États-Unis? Moi, j'ai essayé de revendre. Enfin, je ne voulais pas revendre pendant longtemps. J'ai eu beaucoup de sollicitations de grands groupes internationaux, semenciers ou autres, hein, mais je préférais rester indépendant. Et donc, l'idée, c'était de vendre aux coopératives. Mais j'ai proposé à InVivo, aux autres en France. Hein. Je n'ai jamais eu de retour. J'ai fait les mêmes dossiers, j'ai passé des journées entières. Aux États-Unis, la décision a été faite. J'avais un prix, puisque j'avais des propositions de sociétés technologiques, et j'avais un prix. Je préférais rester ancré chez l'agriculteur, donc au niveau coopératif. J'ai vu Winfield Andolex, qui était un de mes clients. Ça a été décidé en un quart d'heure. Après, il y a eu le dossier financier, ça a pris 2 mois, mais la décision du patron était prise en un quart d'heure. Merci beaucoup, Damien. Est-ce que je peux demander à Patrick Caron d'éclairer notre lanterne sur les priorités qu'il voit pour la recherche agronomique à l'international? Je vais demander à Patrick d'être plus bref que le texte qu'il m'a proposé, de façon que nous puissions encore reprendre quelques mots de conclusion et quelques questions peut-être ou interventions complémentaires. Patrick, tu as la parole pour quelques minutes. Patrick. Oui, merci Jean-Jacques. Voilà. C'est quoi quelques? C'est 2 ou c'est… Non, c'est 4 ou 5, 4 ou 5 minutes. 5 minutes. Bon. Donc, tout autant que les enjeux pour la recherche, je vais aussi m'intéresser à la manière dont la recherche peut éclairer cette question complexe. Hein. Le monde de demain, la France a-t-elle sa place? Je suis présenté comme du CIRAD, mais ce n'est pas une parole institutionnelle. Hein. C'est une parole de chercheur qui peut quand même éclairer l'intérêt de la France de disposer d'une belle maison
comme le CIRAD pour éclairer ce qui se passe dans le monde, je l'espère en tout cas. Donc déjà, pour pouvoir répondre à cette question, je pense qu'il faut s'intéresser à 2 préalables fondamentaux, au moins. La première, c'est est-ce que la France a vocation à nourrir le monde? La réponse, elle est facile, sûrement pas. Et 3 éléments viennent à mon esprit. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas une demande des Nations Unies pour que la France devienne le grenier du monde. Il y a certainement un pacte qui relie les citoyens français aux politiques pour nourrir la France, mais certainement pas au niveau international. Et donc, si la notion de souveraineté alimentaire revient très certainement sur le devant de la scène à l'occasion de la pandémie actuelle, elle s'impose aussi à tous les États et pas uniquement à la France. Et du coup, dans le jeu de spécialisation qui s'est mis en place au niveau mondial depuis le 19e siècle, basé sur la théorie des avantages comparatifs, l'affirmation du rôle de l'État et la structuration des échanges internationaux, l'histoire fourmille par ailleurs d'exemples qui montrent combien ces situations et ces positions de domination sont instables, fluctuantes et volatiles. Et donc, si la France a bien vocation à nourrir ses habitants, ça c'est certain, il en va aussi de même des autres pays. Or, le jeu de la mise en concurrence, on le sait bien, se traduit nécessairement par des conséquences à distance au moment où l'emploi agricole et un emploi décent est important. Alors, vous allez me dire finalement, c'est loin, ils n'ont qu'à être efficaces comme nous, mais c'est vrai qu'on le perçoit quand même différemment dès lors qu'on parle des producteurs de fruits du sud de la France qui se plaignent de ce qui se passe dans le sud de la Méditerranée ou des producteurs de viande bovine qui vont se plaindre de ce qui se passe en Amérique du Sud. Le deuxième élément fondamental, c'est que veut dire nourrir la planète. Intuitivement, c'est vrai qu'on a tendance à immédiatement imaginer une augmentation de production. Et ça nous ramène à la définition de 1974 de la sécurité alimentaire dans le monde, où dans un moment de crise extrême et de volatilité des prix et de croissance démographique où les 2 enjeux essentiels, c'était l'alimentation du monde et la fluctuation des prix et des marchés. Mais, et ça a bien marché, hein. On a pu nourrir de 3 à 7 milliards d'habitants et on a pu augmenter le disponible dans le même temps sans même pour autant diminuer le nombre de personnes qui souffrent de la faim, je le signale au passage. Et donc cette augmentation de production, elle a été absolument nécessaire. Je pense qu'il faut la questionner pour demain. Et le chiffre que Jean-Jacques a proposé en entrée, de doubler la production mondiale pour nourrir 10-11 milliards d'habitants, est aujourd'hui soumis à question, dès lors qu'on sait qu'on gaspille 30%, dès lors qu'on sait que la croissance démographique s'est arrêtée dans la plupart des régions du monde et qu'elle ne concerne plus que l'Afrique, dès lors que l'on sait que la question de la production animale va arriver sur le devant de la scène et l'est déjà. Donc voilà, il faut que l'on puisse se reposer cette question-là, ce qu'on avait fait dans le cadre d'une prospective Agrimonde entre le CIRAD et l'INRA il y a une dizaine d'années et qui montrait bien que finalement, ce que l'on va devoir produire dépend aussi de ce que l'on va consommer, de ce que l'on va gaspiller et de la manière dont on va échanger au niveau international. Donc, il faut qu'on se repose cette question-là dans ce cadre-là. Alors, je ne veux pas finir avec des plumes et du goudron pour autant, hein, ce n'était pas le but de venir avec vous et je ne tournerai sûrement pas le dos au fait qu'il faille s'ouvrir au monde. Quand j'ai posé ces fondamentaux, je ne milite absolument pas pour l'autarcie ou pour l'autonomie et au contraire pour que la France participe plus que jamais aux défis globaux pour au moins 3 types de raisons et je serai bref. La première, c'est que les échanges sont nécessaires, à la fois parce que certaines régions du monde seront toujours en pénurie, parce qu'il y a des aléas qui soient de l'ordre du conflit ou du climat, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir boire du café quand même et de miser sur les complémentarités.
La deuxième raison, c'est bien évidemment que les échanges sont générateurs de biens privés et de retombées économiques et sociales majeures, voire politiques en termes diplomatiques, donc richesse, emploi, mais aussi rôle moteur pour les autres secteurs économiques. Mais reconnaissons-leur le fait qu'il s'agit avant tout de biens privés. Et la troisième, c'est qu'il nous faut, en tant que France, je l'espère, participer à la production de biens publics mondiaux également, d'abord pour élaborer des cadres globaux qui nous intéressent, n'ayons pas peur de le dire. Alors bien évidemment, dans le domaine environnemental, on l'a vu dans le domaine climatique, on pourrait imaginer la même chose dans le domaine de la biodiversité ou de la santé globale, pour pouvoir aussi organiser la gestion des stocks et la volatilité des prix, pour pouvoir définir les règles de mise en concurrence, on a parlé tout à l'heure des droits de propriété intellectuelle, et puis pour pouvoir plus largement porter des modèles de développement auxquels nous croyons et nous voyons actuellement dans le domaine de l'agroécologie, par exemple. Et pour cela, il y a probablement un enjeu absolument premier et majeur, c'est de repenser les échanges et l'organisation des échanges au niveau international en fonction de considérations de développement durable. Et on l'a fait dans le domaine sanitaire avec l'exemple de la fièvre afteuse que je partage avec vous. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui par rapport à des normes et des valeurs de développement durable? Voilà, on va me dire que tout ça n'est pas forcément sérieux et que je suis un doux rêveur. Alors, j'assume, j'assume le côté utopiste de ce que je dis, non pas en termes de rêve, mais en termes mais pour construire, mais bien pour construire le monde nouveau dont nous avons besoin pour passer du XXe siècle, où il s'agissait de produire plus, au XXIe siècle, où il s'agit de construire un monde durable. Merci beaucoup, Patrick. Merci bien d'avoir fait en plus très compact, parce que là, nous sommes dans les temps. Anne, je vous laisse la parole. Absolument. Merci infiniment. C'était tout à fait passionnant. J'ai noté pour ma part beaucoup de pistes de réflexion. Et j'entends, même sur cette dernière intervention qui est un petit peu contrastée par rapport aux précédentes, j'entends cette notion, j'ai envie de reformuler d'ailleurs en disant nous étions dans un modèle où nous produisions plus pour aller vers un modèle où nous produisions mieux, quand on dit plus durable. Et on entend bien finalement à travers tout ce que vous avez dit, c'est un petit peu tout ce que vous avez exprimé. Je ne sais pas s'il y a peut-être une question à prendre, mais il est vraiment 13h33. Il est important que nous arrivions à vraiment terminer, ou sinon nous sommes à votre disposition pour pouvoir répondre après à vos questions. J'ai entendu aussi un point que je relève qui me semble très, très, très important, qui est le sujet du financement. C'est un sujet que nous avons touché du doigt au sein du Club France Initiative, car dans beaucoup de secteurs, la question du financement se pose et de la dynamique de recherche de financement en France qui peut, vous l'avez vraiment très bien exprimé, Monsieur Lepoutre, nous brider dans nos projets de développement et que ce soit même en France, parce que ça a des impacts sur un développement potentiel en France, ou à l'international, puisque à travers quand même ce que vous avez dit tout à l'heure, j'entends quand même une menace que nous ayons finalement des savoir-faire, des compétences que nous avons, que nous sommes obligés du coup de projeter à l'international et de nous en séparer. Et ça, c'est quand même, je trouve, extrêmement inquiétant, tout secteur confondu. Nous avons là un sujet de réflexion qui peut-être nous mènera à un prochain webinaire sur le financement de demain pour être dans un monde comme le disait notre dernier intervenant, de meilleure qualité, un monde plus durable. Je pense que nous en avons besoin dans beaucoup de secteurs. Jean-Jacques, je vais vous laisser vraiment le tout dernier mot de la fin. Rappelez que ce webinaire sera disponible sur Internet. N'hésitez pas, si vous avez des personnes autour de vous qui sont intéressées, à leur présenter le club. Un échange. Martine, on va couper le micro. Voilà. N'hésitez pas à en parler, à faire venir d'autres personnes. Vous avez peut-être des thèmes qui vous sont apparus au cours de ces échanges. N'hésitez pas à nous les proposer. Nous nous réunissons régulièrement et nous nous enrichissons des propositions que vous nous faites. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Jean-Jacques, je vous laisse le mot de la fin. J'aurais préféré que vous le preniez, mais je veux bien tirer deux petites... Le sujet agriculture, je ne suis vraiment pas du tout compétent, donc je préfère vous écouter.
Est-ce que tu me laisserais 2 secondes, Anne? 2 secondes. Alors, Martine a 2 secondes, un petit quelque chose à Oui, dire. vous ne m'avez pas laissé finir tout à l'heure. Je voudrais, le thème de ce webinaire était « La France a-t-elle sa place ?» Alors, vous avez parlé beaucoup d'international. Moi, je pensais au départ qu'on allait aussi parler de ce que les producteurs français allaient pouvoir exporter. Et si tout à l'heure, j'ai eu un développement, c'était pour vous amener à quelque chose, à une mise en garde. C'est-à-dire qu'à plein de points de vue, vous l'avez évoqué les uns les autres, il faut que vous aidiez les législateurs à ne pas se créer des freins, à ce que la France ne se crée pas des freins, ce que l'Europe ne se crée pas des freins pour la production. Parce qu'effectivement, on va peut-être aller chercher à l'export. D'ailleurs, j'ai fait mettre 2 amendements qui ont été adoptés dans la loi sur l'aide publique au développement qui permettent à la France d'encourager des filières avec les pays en voie de développement. Mais si j'ai une seule chose à dire, c'est que je suis à 100, mais 100, même 200% d'accord avec le constat du monsieur du CIRAD. Merci. Merci beaucoup, madame. Je pense qu'en effet, la vision stratégique que dégageait Patrick est tout à fait essentielle. Et donc, aujourd'hui, nous avons 2 exigences. Une exigence technologique forte pour être dans le cœur des processus, le cœur des technologies, le cœur de la biologie moderne, pour maîtriser et valoriser un savoir-faire. Il y aura forcément l'irruption dans le monde de nouveaux grands producteurs. On a vu la Russie importatrice de grains jusque dans les années 90-95 devenir aujourd'hui le premier exportateur mondial de blé. Les choses changent. Et donc, les bassins de production nouveaux apparaissent dans le monde dans un contexte climatique, dans un contexte écologique et dans un contexte financier différent. Et on voit bien qu'il y a des rentes. Il y a la rente des produits pétroliers qui alimentent la Russie. Mais il y a certainement aussi à valoriser le patrimoine naturel. Et donc, je rejoins là aussi les derniers propos de Patrick Caron. L'agriculture, c'est à la fois un domaine de l'activité privée et une activité essentielle de production de biens communs. Et il faut réussir à lier les 2 dimensions, indissociablement, dans une vision spatiale, une vision locale. Et moi, je pense toujours à l'importance capitale de ces 350 kilos de vers de terre dans un hectare de terre sans lesquels rien ne peut pousser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Hervé. Merci à tous de votre participation. Merci à nos intervenants. Merci, messieurs. Merci beaucoup. C'était vraiment extrêmement intéressant. Merci encore une fois, Monsieur Hervé, d'avoir organisé ce panel et cet enchaînement de lectures sur l'agriculture française extrêmement intéressant. Rendez-vous maintenant le mois prochain pour notre prochain webinaire dont nous fixerons les thématiques dans les tout prochains jours. Merci à tous et bonne journée à tous, où que vous soyez. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci aux panélistes. Au revoir. Au revoir.